On m'a dit que ma vie était finie, mais il se trompait. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous ramène 10 ans en arrière, au jour où tout a basculé. Section 1. La fracture. Il y a 10 ans, ma vie était une autoroute sans limitation de vitesse. J'étais consultant en stratégie, un métier qui m'envoyait aux 4 coins du monde. Les week-ends, je les passais en montagne, à escalader, à chercher le frisson, à repousser mes limites. La vie était une suite de sommets à conquérir, de projets à réussir, de fêtes entre amis. J'avais 28 ans et ce sentiment un peu arrogant que le monde m'appartenait, que rien ne pouvait m'arrêter. J'étais invincible. Du moins, c'est ce que je croyais. Et puis, il y a eu ce mardi d'octobre, un trajet banal, une route de campagne que je connaissais par cœur. Je rentrais d'un rendez-vous, fatigué mais content. Je me souviens de la pluie fine qui commençait à tomber, des essuie-glaces qui balayaient le pare-brise au rythme d'une chanson à la radio. Je me souviens avoir pensé au dîner qui m'attendait, à celle qui partageait ma vie. La suite, c'est un trou noir, un puzzle où il manque les pièces maîtresses. On m'a raconté les phrases d'une voiture en face, une perte de contrôle sur la route mouillée. Mon seul souvenir, c'est le son. Un fracas métallique assourdissant qui a déchiré le silence. Puis plus rien. Je me suis réveillé dans un univers blanc, stérile, l'odeur de l'antiseptique, le bip régulier d'une machine. J'ai essayé de bouger, mais mon corps a refusé net. Une douleur sourde et profonde me parcourait. Un médecin au visage grave est entré. Ses mots étaient choisis, professionnels, mais leur impact a été d'une violence inouïe. Lésion de la moelle épinière, tétraplégie incomplète. Dans le jargon médical, incomplète laissait une porte ouverte. Pour moi, ce mot n'existait pas. J'entendais seulement tétraplégie, l'incapacité de bouger mes jambes et une mobilité très limitée des bras et des mains. En quelques secondes, le verdict est tombé comme une guillotine. L'homme qui escaladait des montagnes était cloué à un lit. Le grand voyageur était prisonnier de son propre corps. Le choc n'était pas que physique, il était existentiel. Qui étais-je si je ne pouvais plus rien faire de ce qui me définissait? Ce jour-là, dans ce lit d'hôpital, j'ai cru que j'avais tout perdu. La descente et la lutte. Les mois qui ont suivi ont été une descente aux enfers. Le centre de rééducation est devenu ma nouvelle maison. Un lieu où chaque jour était une bataille contre mon propre corps. La douleur était là, tout le temps. Mais le pire n'était pas physique. C'était la perte totale d'autonomie. Moi qui avais toujours tout maîtrisé, je dépendais des autres pour les gestes les plus simples, les plus intimes. Manger, me laver, m'habiller. Chaque acte du quotidien était une montagne, un rappel humiliant de ma nouvelle vie. La frustration était un poison. Je passais des heures avec les kinés à essayer de contracter un muscle, de faire bouger un doigt, souvent sans le moindre succès. Je voyais la sueur sur leur front, la pitié dans leurs yeux et la rage monter en moi. Une rage impuissante contre ce corps qui m'avait trahi, contre ce destin, contre le monde entier. Je me souviens d'un après-midi, 6 mois après l'accident. J'étais seul dans ma chambre. Le soleil filtrait à travers les stores. J'ai essayé d'attraper mon verre d'eau sur la table de chevet. Mes doigts ont tremblé, se sont un peu contractés. Mais ils n'ont pas réussi à saisir le verre. Il a basculé et s'est brisé par terre. C'était l'échec de trop. Ce jour-là, j'ai touché le fond. Les larmes que je retenais depuis des mois ont coulé. Des larmes de pur désespoir. J'ai hurlé, mais à l'intérieur, j'ai voulu tout lâcher. Si c'était ça, la vie, je n'en valais plus. On dit que la résilience, c'est de ne pas laisser la douleur écrire la fin de l'histoire. Mais à ce moment-là précis, je n'avais plus la force de tenir le stylo. Voir l'impact sur mes proches était peut-être le plus dur. Je voyais l'épuisement dans les yeux de mes parents, le chagrin que ma compagne essayait de cacher pour rester forte pour nous deux. Leur amour était ma seule bouée, mais aussi une force de culpabilité énorme. J'étais devenu un fardeau. On a besoin des autres pour être résilient et sans eux,
je me serais noyé. Mais leur présence me rappelait sans cesse la vie qu'on avait perdue. Et puis, au milieu de cet océan de désespoir, une étincelle, pas un miracle, juste une victoire minuscule. Un kiné, un homme patient et tenace, travaillait avec moi sur ma main droite et un jour, après des semaines d'efforts, mon pouce a bougé. Un mouvement infime, presque rien, mais je l'ai senti. Il m'a regardé et a simplement dit « On le tient !» Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que la colère ou du chagrin. C'était de l'espoir, un espoir fragile, timide. Mais c'était là, ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. La découverte et la reconstruction. Le vrai tournant n'a pas été un progrès physique, mais un déclic dans ma tête. Cloué au lit, je me suis mis à lire énormément. Un jour, une infirmière m'a offert L'homme en quête de sens de Viktor Frankl, un psychiatre survivant de l'Holocauste. Une phrase m'a percuté. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. J'ai compris que je gaspillais toute mon énergie à me battre contre une réalité immuable, au lieu de l'utiliser pour changer la seule chose que je pouvais contrôler, moi-même. J'ai arrêté de me demander pourquoi moi, pour commencer à me demander qu'est-ce que je fais avec ça. Ce changement de question a tout changé. J'ai compris que la résilience, ce n'est pas juste encaisser les coups, c'est un choix, une décision. C'est là que j'ai découvert la philosophie japonaise du Kintsugi. Cet art sublime, les poteries brisées en réparant leurs fissures avec de l'or. L'objet n'est pas seulement réparé, il devient plus précieux et plus fort, justement parce qu'il a été cassé. J'ai compris que je ne redeviendrai jamais l'objet intact d'avant, mais je pouvais devenir une version Kintsugi de moi-même. Mes cicatrices n'étaient plus une honte à cacher, mais la preuve de mon histoire, de ma survie. Elles pouvaient devenir mes lignes de force. Cette force cachée, ce n'était pas une force surhumaine. C'était la capacité d'accepter ma propre vulnérabilité, de trouver de la joie dans les petites choses que j'ignorais avant. Une conversation, le soleil sur mon visage, le simple fait de réussir à tenir une fourchette. J'ai commencé à voir mon expérience non plus comme une fin, mais comme une transformation. J'ai renoué avec ma passion pour la stratégie, mais appliquée à ma propre vie. Mon nouvel objectif, maximiser mon potentiel, quel qu'il en soit. Aujourd'hui, ma vie est radicalement différente, mais elle est incroyablement riche. J'ai appris à peindre en tenant un pinceau adapté, une façon d'exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Un peu comme l'artiste Michael Marseille, qui lui aussi est devenu tétraplégique après avoir été kiné pour des cyclistes. Peint aujourd'hui des toiles magnifiques avec sa bouche. Je donne des conférences sur la résilience, non pas en expert, mais en témoin. Je partage mon histoire, pas pour faire pitié, mais pour montrer qu'on peut se reconstruire, trouver un nouveau sens. J'ai retrouvé l'amour, un amour différent, plus profond. Ma vie n'est pas un retour à la normale. C'est une nouvelle normalité, pleine de sens, forgée dans l'épreuve. Cette histoire n'est pas mienne. C'est celle d'un ami. Des millions de gens voient leur vie voler en éclats. Mais cette fameuse résilience, cette force intérieure, ce n'est pas un don magique réservé à quelques-uns. C'est une graine qu'on a tous en nous, qui attend parfois les pires conditions pour germer. Ce n'est pas l'art d'être invulnérable, mais celui d'accepter l'épreuve et de refuser de se laisser couler. Ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dont on y répond. La reconstruction n'est pas une ligne droite. Chaque pas compte. Il s'agit d'arracher du plaisir à vivre malgré tout. Sa plus grande découverte, ce n'est pas d'avoir retrouvé un peu d'usage de ses mains, c'est d'avoir compris que la pire épreuve de sa vie est devenue sa plus grande force. Elle lui a arraché tout ce qu'il croyait être pour lui révéler qui il était vraiment. Si vous aussi, vous avez traversé une épreuve et que vous avez trouvé la force de vous relever, votre histoire a de la valeur. Elle peut en inspirer d'autres. Partagez-la dans les commentaires. Créons ensemble une mosaïque de nos résiliences. Souvenez-vous d'une chose, on ne contrôle pas toujours les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Et parfois, c'est sur les plus grosses qu'on trouve le meilleur équilibre.
Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec un ami.